Le basculement, c'est officiel. Les États-Unis sont entrés en guerre. Des frappes aériennes coordonnées. Des cibles stratégiques détruites. Et une déclaration choc. Nous contrôlons désormais le ciel iranien. Cette phrase, signée Donald Trump, marque un tournant historique. Car ce conflit, longtemps contenu entre Israël et l'Iran, vient de franchir un point de non-retour. Washington s'engage. Le feu se propage. Et les conséquences seront mondiales. Ce n'est plus un dossier de diplomate. Ce n'est plus une tension lointaine. C'est une guerre aux répliques globales qui commence. Bienvenue sur MTDNU 08. Ici, pas de sensationnalisme. Juste des faits, des analyses et une lecture claire de ce que d'autres ne montrent pas. L'Amérique entre dans l'arène le 21 juin 2025, à 3h47 du matin heure de Téhéran, les sirènes d'alerte retentissent dans le centre du pays. Quelques minutes plus tôt, des bombardiers furtifs B-2 américains ont largué des bombes à pénétration renforcées sur 3 sites nucléaires iraniens. Fordow, Natanz et Isfahan. L'opération, préparée en secret avec Israël, visait à détruire les dernières infrastructures capables d'enrichir de l'uranium de qualité militaire. Israël avait déjà frappé, mais certaines installations, profondément enterrées, n'étaient accessibles qu'aux bombes américaines. L'Iran ne possédera jamais l'arme nucléaire. Jamais. Donald Trump, sur trousse sociale. C'est la première fois depuis 2003 que les États-Unis attaquent directement un État du Moyen-Orient sans mandat international. La mission est exécutée depuis la base aérienne de Gham, à plus de 10 000 km de l'objectif, avec un ravitaillement en vol coordonné par des avions britanniques. Dans les heures qui suivent, des images satellites montrent des panaches de fumée noire s'élevant de la montagne autour de Fordow. À Natanz, les installations sont partiellement détruites. À Isfahan, un incendie d'envergure touche un complexe de recherche nucléaire. Les chaînes iraniennes parlent d'actes de guerre coordonnés. Le ministère des Affaires étrangères iranien parle d'agression américaine directe. Le guide suprême promet une riposte à la hauteur de la trahison. Pourquoi maintenant? Pourquoi si brutalement? Parce que, selon les services de renseignement américains, l'Iran était à quelques semaines de franchir le seuil nucléaire. Et parce qu'en anéantissant ces sites, les États-Unis veulent envoyer un message. Si vous touchez à Israël, nous frappons au cœur. Mais ce message, aussi clair soit-il, ouvre la porte à un scénario bien plus dangereux. Car désormais, l'Iran considère les États-Unis comme partie prenante officielle du conflit. Et dans ce jeu, chaque action appelle une réaction. La riposte iranienne, missiles et menaces globales, l'attaque américaine sur Fordow n'a pas seulement détruit des centrifugeuses. Elle a changé le statut du conflit. Pour l'Iran, les États-Unis ne sont plus des soutiens passifs à Israël. Ils sont devenus un ennemi direct. Et la réponse de Téhéran est immédiate. À peine 10 heures après les frappes, l'Iran lance une première salve de missiles balistiques Shahed 168 et Zolfaghar. Les cibles, une base américaine au Qatar, un poste radar à Bahreïn et un dépôt de munitions à Erbil, au nord de l'Irak. La quasi-totalité des missiles sont interceptés. Mais le signal est clair, l'Iran n'a plus peur de viser directement les intérêts américains. En parallèle, des drones explosifs sont lancés depuis le Yémen et l'Irak, via les milices pro-iraniennes. L'un d'eux parvient à endommager un navire de transport pétrolier battant pavillon grec, escorté par une frégate américaine. Le navire est dévié vers Djibouti. Le détroit d'Ormuz se referme peu à peu. Mais la riposte iranienne ne s'arrête pas là. Le Hezbollah entre dans la danse. Depuis le Liban Sud, plusieurs roquettes sont tirées en direction d'Haïfa et du Golan. Tsahal bombarde en retour des positions à la frontière. Le front nord s'ouvre. Dans la bande de Gaza, des factions armées appellent à une coordination avec l'Iran, malgré le blocus. Et puis il y a la guerre de l'ombre. Des cyberattaques iraniennes visent le réseau électrique d'Israël et des infrastructures pétrolières aux Émirats arabes unis. Les États-Unis détectent plusieurs tentatives d'intrusion sur des systèmes militaires en Europe. Le conflit n'est plus local. Il est devenu asymétrique, multithéâtre, hybride. Conséquence directe. Washington place ses bases dans la région en alerte DEFCON 2. Le Pentagone redéploie des destroyers vers la Méditerranée orientale. Et Trump promet que toute attaque contre un soldat américain entraînera une réponse massive et définitive. L'engrenage est lancé. Chaque riposte devient justification à une nouvelle frappe.
Et chaque action creuse un peu plus le gouffre vers une guerre régionale incontrôlable. Fracture à Washington. Entre faucons et sceptiques, pendant que les missiles tombent au Moyen-Orient, la guerre fait aussi rage à Washington. Mais ici, ce sont les mots qui blessent. Et les divisions sont profondes. Après l'annonce des frappes américaines contre l'Iran, le Congrès se déchire. Certains sénateurs républicains saluent l'opération, il fallait montrer de la force. On ne négocie pas avec un régime qui rêve de rayer Israël de la carte. Mais d'autres, y compris dans le camp conservateur, dénoncent une décision prise sans consultation du Congrès ni mandat international. Le vice-président J.D. Vance exprime publiquement ses réserves. Il parle de précipitation stratégique et d'un risque d'enlisement. C'est une fracture rare, à quelques mois de l'élection présidentielle américaine. Du côté des anciens chefs militaires, le ton est plus grave encore. Un ex-commandant du CENTCOM confie sous anonymat au Washington Post « Cette frappe n'est pas une solution, c'est une étincelle. Et personne ne sait où elle va mettre le feu. » Dans la rue, les manifestations reprennent. À New York, à San Francisco, à Atlanta, des milliers d'Américains dénoncent un nouveau conflit inutile. Des pancartes affichent « No blood for Israel », pas une autre guerre au Moyen-Orient. Et pourtant, malgré les critiques, Trump ne recule pas. Il affirme que l'Iran n'a pas le droit à l'arme nucléaire et que tout gouvernement qui menace Israël sera neutralisé. Dans l'ombre, des analystes militaires évoquent déjà une phase 2. Des frappes ciblées contre des positions du Hezbollah au Liban et l'éventuelle neutralisation de commandants iraniens en Syrie. En résumé, le pouvoir américain est engagé, mais le consensus national est brisé. Et la guerre qui vient n'a pas encore de nom, mais elle divise déjà le pays. Réactions internationales. La planète sous tension, le monde entier regarde. Et partout, les réactions fusent. Certaines prudentes, d'autres explosives. Mais toutes traduisent une réalité. Le conflit n'est plus régional. La Chine appelle au calme à Pékin, le ministère des Affaires étrangères parle d'escalade dangereuse. La Chine appelle à une désescalade immédiate, sans condamner ni l'Iran, ni les États-Unis. Mais dans les coulisses, des diplomates chinois tentent d'organiser une réunion d'urgence entre les grandes puissances régionales. Pourquoi ? Parce que Pékin dépend du pétrole iranien. Et parce que tout blocage du détroit d'Ormuz menace directement l'économie chinoise. La Russie prend position. Moscou, de son côté, adopte un ton bien plus ferme. Le Kremlin parle de provocation américaine préméditée et accuse Washington de vouloir embraser le Moyen-Orient pour conserver son leadership sur l'OTAN. Des sources militaires russes affirment que des systèmes S-400 ont été réactivés en Syrie pour protéger les troupes russes stationnées dans la région. L'Union européenne, divisée et impuissante à Bruxelles, la confusion règne. La France appelle à un cessez-le-feu immédiat, mettant en garde contre une guerre régionale incontrôlable. L'Allemagne, elle, apporte un soutien discret aux frappes américaines, au nom de la lutte contre la prolifération nucléaire. Mais sur le fond, l'Union européenne n'a pas de levier réel. Elle subit la situation, comme le reste du monde, via la flambée des prix de l'énergie et le retour du risque terroriste. L'Australie sous pression a un élément inattendu. Des médias australiens révèlent que la base de Pingap, centre de surveillance ultra-secret dans le désert australien, aurait servi à coordonner les frappes américaines. Résultat, vive tension au Parlement. Manifestation à Canberra. Et débat national sur le rôle de l'Australie dans une guerre qui ne dit pas son nom. Les pays du Golfe, entre silence stratégique et peur d'une extension, l'Arabie Saoudite reste officiellement neutre. Mais Riyad renforce ses défenses anti-aériennes. Les Émirats arabes unis ferment temporairement des terminaux pétroliers. Et le Qatar demande l'évacuation partielle de certaines bases américaines, par crainte d'une frappe iranienne directe. Dans l'ensemble, le monde regarde une mèche s'enflammer, sans savoir qui tiendra l'extincteur. Et dans cette tension globale, le moindre incident peut faire basculer l'équilibre fragile. Le choc économique mondial quand les bombes tombent, ce sont souvent les plus éloignés du conflit qui en paient le prix. À la pompe, à la caisse, dans les poches. Dès les premières heures après l'annonce des frappes américano-israéliennes, les marchés mondiaux s'emballent. Le prix du baril de pétrole dépasse 147 $, un record depuis 2008. Les économistes redoutent qu'il atteigne les 2 cents si le détroit d'Ormuz venait à être fermé. Pourquoi Ormuz est stratégique chaque jour ?
Près de 20% du pétrole mondial transite par ce détroit long de seulement 50 km. Et aujourd'hui, il est devenu une zone militaire à haut risque. Plusieurs compagnies pétrolières suspendent leur trafic. Des tankers sont déroutés vers l'Afrique ou la Méditerranée. Les assurances maritimes explosent. Réactions en chaîne sur les marchés, les cours de l'or s'envolent. Le dollar se renforce, ce qui pénalise les économies émergentes. Les bourses européennes et asiatiques chutent, effrayées par l'instabilité prolongée. Les économistes parlent désormais d'un choc pétrolier de 4e génération. Un choc qui pourrait provoquer une récession mondiale si la crise s'éternise. Bidon d'huile les effets pour les populations. En Europe, les stations-service annoncent des hausses immédiates. En Afrique, où le raffinage dépend des importations, les conséquences sont déjà visibles. Hausse du transport, de la farine, des médicaments. Partout, les gouvernements tentent de rassurer. Mais personne ne contrôle le temps d'une guerre. Ce n'est pas une guerre économique. Mais ses conséquences sont déjà économiques, partout. Et ce n'est que le début. Car si l'Iran réplique en bloquant réellement le détroit, ou si les États-Unis visent les ports de Bandar Abbas ou Bushehr, le système énergétique mondial pourrait entrer en zone rouge. Et maintenant, 3 scénarios pour la suite. Le monde est suspendu. Le ciel est saturé de drones. Les marchés tremblent. Les alliances sont mises à l'épreuve. Mais une question demeure, où tout cela nous mène-t-il? Les experts internationaux, les analystes militaires, les diplomates. Tous s'accordent sur une chose. 3 scénarios se dessinent. Scénario 1, l'escalade totale. La guerre régionale ouverte. Dans ce premier scénario, l'Iran intensifie ses attaques. Des missiles plus puissants sont lancés contre les bases américaines, le Hezbollah entre pleinement dans le conflit, et les Houthis ciblent durablement la mer Rouge. En réponse, les États-Unis déploient des troupes au sol. Israël mobilise massivement ses réservistes. Et le conflit devient un affrontement militaire multithéâtre au Moyen-Orient. Risque majeur, chaos humanitaire en Syrie, au Liban et en Irak. Explosion du prix du pétrole au-delà de 2 cents dollars. Au risque d'embrasement impliquant d'autres puissances comme la Russie ou la Turquie. Scénario 2, la guerre gelée. Frappe limitée, sans résolution ici, les frappes et contre-frappes continuent. Mais sans offensive terrestre, ni solution diplomatique. Chaque camp multiplie les coups symboliques, sans provoquer de guerre totale. Les tensions restent constantes, mais contenues. Le monde vit dans une instabilité chronique. Conséquence, crise énergétique durable. Recrudescence du terrorisme régional. Affaiblissement progressif du droit international. C'est le scénario du conflit sans fin. Une guerre froide localisée, sans résolution claire. Scénario 3. Le sursaut diplomatique peu probable, mais encore possible. Sous la pression combinée de la Chine, de l'Inde, de la Turquie et de certains pays du Golfe, une médiation pourrait émerger. L'objectif, négocier un gel des frappes et un encadrement international du programme nucléaire iranien. En échange, un allègement progressif des sanctions contre Téhéran serait envisagé. Ce scénario suppose un courage politique immense et un retour aux grandes conférences diplomatiques type Genève ou Vienne. Mais le temps joue contre la diplomatie. Chaque missile lancé rend la parole plus faible. Chaque victime rend la paix plus lointaine. Conclusion. Une guerre aux multiples visages, ce que nous vivons n'est pas une simple escalade. C'est une reconfiguration géopolitique mondiale en temps réel. Et vous, spectateurs, électeurs, citoyens, êtes au cœur de cette réalité. Israël, l'Iran, les États-Unis. Derrière les drapeaux, ce sont des intérêts, des récits, des rapports de force. Mais ce sont aussi des familles, des enfants, des peuples pris au piège d'un engrenage qu'ils n'ont pas choisi. Vous êtes sur MTDNU 08, le média qui ne survole pas l'information. Ici, on analyse, on décortique et on donne du sens. Abonnez-vous, partagez, faites circuler. Car dans les guerres modernes, l'arme la plus puissante reste la lucidité.